Il paraît qu'à une époque, en Europe du Nord, il était possible d'acheter 3 maisons en échange d'un seul bulbe de fleurs. Là, vous vous dites que je suis bien sympa, que c'est bien mignon les podcasts et tout, mais je commence un peu à vous raconter n'importe quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. L'histoire, elle raconte bien que c'était bel et bien 3 maisons qui ont été échangées contre un seul bulbe de fleurs à la bourse d'Amsterdam. Bon, en vrai, c'était pas non plus n'importe quelle fleur, il faut quand même le préciser. On parle quand même de l'une des plus rares et des plus convoitées de l'époque, une fleur qu'on trouve quand même pas n'importe où, une tulipe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investia, le podcast investissement, économie et finance. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire de ce qui est considéré par certains historiens comme la toute première bulle spéculative au monde, la bulle du bulbe de la tulipe. Alors pour commencer, on doit retourner au début du XVIIe siècle, époque à laquelle l'Europe ressemble pas encore à l'Europe qu'on a aujourd'hui. La France n'a pas encore sa forme actuelle, pareil pour l'Allemagne qu'on appelait la Saint-Empire, et on a toujours la présence de l'Empire ottoman au sud de la Hongrie. Maintenant, si on regarde un petit peu au nord, on a bien le Royaume d'Angleterre, mais on a aussi un autre pays rattaché au continent qu'on appelait les Provinces-Unies, et qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas. C'est ce pays en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans les années 1550-1600, l'économie des Provinces-Unies se portait très très bien. Le commerce était en plein essor et le pays voyait sa classe bourgeoise se développer au fil des ans. C'est d'ailleurs une période qui est connue sous le nom de siècle d'or néerlandais. C'était vraiment la grosse puissance, c'était les boss. Les Pays-Bas sont donc en pleine croissance et les habitants ont du travail, ce qui booste l'économie globale. Ok, c'est bien beau tout ça, mais il nous manque quand même un élément central, la fameuse tulipe, qui vaut soi-disant 3 maisons. Et bien à cette époque, les Néerlandais ne savent pas encore qu'elle existe. Alors, je pensais pas faire ça un jour, mais oui, on va retracer rapidement la petite histoire de la tulipe. À la base, la tulipe, c'est une fleur qui vient des hautes plaines d'Asie centrale. Un jour, il y a très certainement des nomades qui ont dû récolter ces bulbes et qui les ont ramenés dans leur pays. Au XIe siècle, on en retrouve vers Bagdad, puis dans l'Empire ottoman à la fin du XIVe siècle. Dans les années 1590, le sultan de Constantinople, donc en gros l'actuel Istanbul, possédait une quantité assez faramineuse de tulipes dans ses jardins. Un jour, il y a l'un des nobles néerlandais qui est venu chez lui et qui a trouvé cette fleur absolument magnifique. Et en vrai, on peut pas lui enlever ça qu'une tulipe c'est très joli. Le sultan leur en a donc probablement fait cadeau, puisqu'il en avait des tonnes, pour qu'ils puissent en ramener dans leur pays. Et là, l'histoire varie un petit peu en fonction de certaines versions, rien n'est vraiment sûr à 100%, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les tulipes viennent bien d'Asie centrale et qu'elles sont passées par l'Empire ottoman avant d'arriver en Europe. Les historiens, venez pas de tomber dessus, moi je fais de l'économie et de la crypto, je suis pas expert histoire de la tulipe. Au début des années 1600, le nord de l'Europe et surtout les Pays-Bas se passionnent pour le jardinage et pour l'horticulture, qui est la culture des plantes d'ornement. Avec l'essor de la bourgeoisie et le symbole de noblesse que renvoie la tulipe aux yeux des autres, les familles bourgeoises en plantent de plus en plus dans leur jardin. Ça devient un vrai symbole de richesse. Elle a une couleur unie, éclatante, elle peut être rouge, jaune, orange. Sauf que les Néerlandais, ils en cultivent tellement partout qu'elles deviennent sensibles aux maladies. Et petit à petit, un virus commence à se propager et les fait varier en couleurs. Elles deviennent bicolores, multicolores, et c'est de plus en plus difficile de connaître sa couleur à l'avance. Un virus, en général, c'est un truc qui est assez négatif. Personne n'a vraiment envie de l'attraper. Eh ben, pas dans notre histoire. Comme le virus donne à la tulipe des couleurs assez différentes, il crée des plantes qui sont rares, des plantes qui sont uniques et qui sont presque pas réplicables. C'était difficile de replanter les bulbes après leur première floraison. Et là, vous commencez à me voir venir avec cette notion de rareté, d'objet unique, symbole de richesse, où on commence à toucher des notions sensibles. Évidemment, la population commence à accorder de plus en plus de valeur à ces fleurs, qui vont rapidement devenir le centre de toutes les spéculations. Mais avant ça, il faut quand même faire une petite parenthèse sur la naissance des places boursières pour qu'on ait un peu plus de contexte. Avant les années 1600, il n'y avait pas vraiment de marché financier qui aurait pu ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui avec les bourses de Paris, de Londres, etc., où on peut échanger des actions. Il y avait bien les banquiers de l'espace méditerranéen, mais certains ne les considèrent pas vraiment comme la plus ancienne place financière au monde. C'est en 1602, avec la création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qu'on appelle la VOC, que la bourse d'Amsterdam a commencé ses activités. Elle faisait probablement partie des places financières avec les plus gros volumes de l'époque, et il y en a beaucoup qui la considèrent comme la première place boursière du monde.
Au début, elle servait uniquement à l'achat et à la vente d'actions de la VOC, qui avait pour activité d'aider les gouvernements à acquérir des territoires, des ressources naturelles, des réseaux de commerce qui sont profitables pour accroître leur puissance et leur richesse. Faut pas oublier que c'était quand même une autre époque. Pendant plus de 200 ans d'existence, la VOC aurait ramené environ 2,5 millions de tonnes de marchandises, et comme les expéditions en bateau coûtaient très cher, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vendait des actions aux investisseurs à la bourse d'Amsterdam pour se financer. Au retour de ces expéditions, il y avait une part des bénéfices qui était répartie entre toutes les personnes qui ont investi. C'est littéralement l'ancêtre des dividendes, avec peut-être quelques pillages de bateaux à droite à gauche. La bourse va rapidement avoir beaucoup de succès. Donc elle décide de diversifier ses produits financiers et devinez ce qui va être disponible à la spéculation pour les investisseurs. Les fameuses bulbes de tulipes que la population adore depuis quelques années, comme on pourrait spéculer actuellement sur le cacao ou le blé, qui sont monnaie courante dans les marchés financiers d'aujourd'hui. Le problème, c'est que les tulipes, elles peuvent être déracinées et replantées seulement entre juin et septembre. Donc en fait, un échange direct entre l'acheteur et l'horticulteur n'est possible qu'à cette période. On peut juste faire des échanges au comptant en disant « Tiens, voilà ta tulipe que tu as payée » entre juin et septembre. 4 mois, ça fait vraiment pas beaucoup pour les investisseurs qui veulent spéculer toute l'année sur ce marché. Donc, pour résoudre ce problème qui semble vraiment majeur à l'époque, c'est quelque chose quand même, ils vont créer les premiers marchés à terme de l'histoire de la finance. C'est quoi un marché à terme ? Un marché à terme, c'est un marché financier où des contrats sont négociés pour venir acheter ou vendre un actif à un prix qui est fixé aujourd'hui, mais avec une livraison et un règlement à une date ultérieure. Pour faire simple, les investisseurs achètent des tulipes sans même les recevoir. Ils achètent une promesse. Avec leur notaire, ils vont rédiger un contrat à terme pour un achat du bulbe à la fin de la saison. Si on est en décembre, vous faites un contrat à terme jusqu'en août de l'année d'après par exemple, et vous espérez pouvoir replanter votre bulbe pour qu'il refasse derrière une fleur. La majorité des transactions concernent des bulbes qui n'existent pas encore, mais qui devraient arriver à la saison prochaine. C'est ce qu'on appelle la spéculation Windhandel, qui veut dire le commerce du vent. Vous apprécierez l'accent allemand-néerlandais. J'ai fait allemand LV2 au collège, je pense que ça s'entend. Les investisseurs pouvaient échanger leurs contrats avec d'autres investisseurs sans jamais rien recevoir. Selon les témoignages, il arrivait parfois qu'un bulbe soit échangé jusqu'à 10 fois avant la floraison. Aujourd'hui, l'un des contrats à terme les plus courants, c'est celui du pétrole brut, qu'on appelle le WTI sur les marchés financiers. Les acheteurs et les vendeurs s'engagent à livrer ou à recevoir une quantité précise de pétrole brut à une date future et à un prix déterminé. Quand ces engagements ne sont pas respectés, ça peut créer de la forte fluctuation de marché, comme par exemple la pénurie de pétrole qu'il y a eu après les phases de confinement, qui a entraîné une grosse augmentation des prix. Ok. Maintenant, on a pas mal de contexte, on peut se focaliser sur l'année la plus euphorique de tout ce marché. Et il s'est vraiment passé des dingueries. Mi-novembre 1636, les bulbes deviennent de plus en plus recherchés. D'après certains témoignages, il y a même des Néerlandais qui vont jusqu'à échanger leur terrain ou leur maison contre un seul bulbe, en espérant faire un bénéfice plus important que leur investissement. Si on prend un petit peu de recul, c'est quand même assez lunaire. Personne ne ferait ça pour une fleur aujourd'hui. Et en vrai, quand j'ai dit cette phrase, je me suis dit... c'est pas si impossible, finalement. Il y a une courbe que vous pouvez trouver sur internet qui réplique le prix qu'a probablement suivi un bulbe de tulipe à cette époque. Et bien si on se base sur ça, le prix aurait été multiplié par 20 entre novembre 1636 et février 1637, donc en l'espace de seulement 3 ou 4 mois. Même avec les cryptos, c'est difficile de faire ce genre de rendement aujourd'hui. C'est à ce moment de forte hausse qu'on parle de tulipomanie, qui est un mot pour décrire tout l'engouement qu'on a eu autour de ces fleurs. Et d'ailleurs, pour revenir sur le bulbe qui aurait coûté le prix de 3 maisons, c'était un bulbe de la variété Semper Auguste, qui est l'une des plus rares à cette période. Si vous vouliez, le nom, vous l'avez. À l'époque, la majorité des échanges se faisaient en florins, qui était la monnaie des Pays-Bas jusqu'en 2002, il n'y avait pas encore la zone euro, et au pic de l'euphorie, un bulbe, ça valait l'équivalent de 2500 à 5500 florins. Alors c'est difficile de faire la conversion avec la monnaie actuelle, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais le coût d'un seul de ces types de bulbes représentait l'équivalent de 15 fois le salaire annuel d'un artisan. J'ai vu plusieurs estimations qui parlent d'entre 90 000 et 150 000 euros pour un bulbe, à prendre avec des pincettes évidemment. Pour faire une comparaison un peu plus adaptée à l'époque à laquelle on se situe, on peut reprendre l'exemple que donne Charles Mackay dans son livre Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowne, l'extraordinaire désillusion populaire et la folie des foules, qu'il a sorti en 1841, où selon lui, pour avoir un bulbe de tulipe, on parle bien d'un bulbe de tulipe, il fallait échanger
tenez-vous bien, 4 bœufs bien gras c'est important, sinon ça marche pas, 12 moutons, 4 tonneaux de bière, 2 tonnes de beurre, hein, vous voyez ce que ça fait, une tonne de beurre, un lit, ne me demandez pas pourquoi, un lit, oui, et une tenue complète pour obtenir un seul bulbe unique de la variété Viceroy, qui était une autre variété très rare à l'époque. Et encore, j'ai pas tout listé. Quand je vous disais qu'on était sur la toute première bulle spéculative de l'histoire, les Néerlandais, ils savaient spéculer à l'époque. Sauf que forcément, toute montée de prix aussi rapide et spectaculaire finit par retomber. Et le mardi 3 février 1637, c'est le crash. Les prix s'écroulent à la bourse d'Amsterdam. En fait, alors il y a plusieurs idées et plusieurs théories, mais le pays aurait été touché par une épidémie de peste bubonique, une maladie qui provoque des fortes inflammations et qui est transmise par des piqûres. Et comme la majorité des Néerlandais sont malades ce jour-là, les courtiers seraient absents des marchés et plus personne ne s'intéresserait à la tulipe. Donc forcément, les prix baisseraient très rapidement. C'est quand même marrant qu'un virus qui attaque les fleurs les ait rendus aussi chers et qu'un virus qui attaque l'homme ait fait redescendre le prix aussi vite qu'il est monté. Comme toujours, c'est ce qui est raconté, c'est sûrement l'une des principales causes de l'effondrement des prix, mais il est tout à fait aussi possible que certains aient gagné assez d'argent ou aient senti qu'il laisse passer quelque chose et que ça pouvait plus durer. Quoi qu'il en soit, la bulle a éclaté et la valeur des bulbes s'est effondrée. Au 1er mai 1637, le prix était redescendu aux valeurs de novembre de l'année passée, en perdant 95% de sa valeur. La chute était tellement rapide que la majorité des contrats à terme ne seront pas honorés. Des tentatives ont été faites pour essayer de stabiliser le marché, pour protéger les acheteurs, les vendeurs, etc. Mais bon, le mal était déjà fait. Les horticulteurs ont carrément formé une guilde indépendante et ont proposé des mesures pour gérer les contrats et les dettes qui étaient liées aux transactions sur le tulipe. Eux, ils ont eu le nez fin, ils se sont dit, là c'est notre moment. Mais non, pas du tout, ça n'a pas spécialement été géré et utilisé et accepté par le Parlement néerlandais. C'était approuvé, le mot que je cherchais. Du coup, forcément, de nombreux acheteurs et vendeurs se sont retrouvés dans une situation juridique un petit peu floue, il n'y avait pas vraiment d'intervention légale claire et beaucoup de contrats de vente de tulipes n'ont jamais été vraiment réglés. Les pertes ont été absorbées par les spéculateurs et la tulipomanie est considérée par beaucoup de personnes comme étant la toute première bulle financière de l'histoire. Elle est souvent racontée comme étant évidemment très spéculatif, avec plein d'acheteurs et de vendeurs méga euphoriques. Je vous invite à aller faire un petit tour sur les théories qui planent autour de ça. Il y en a qui disent que c'était pas aussi euphorique et dramatique que ça en avait l'air et que c'était simplement spéculé que par des nobles. Il y en a qui disent que littéralement tous les Néerlandais étaient fous avec ça. Il y a pas mal de théories qui diffèrent, mais vraiment ça fait énormément de bruit et je trouve ça passionnant quand on voit à quel point la psychologie des acteurs économiques d'un marché peut jouer sur la valeur perçue d'un actif, que ça soit une action d'entreprise ou simplement une fleur. Et il y a de plus en plus de théories qui disent que le prix d'un actif, peu importe ce que ça soit l'or, que ça soit le dollar, le bitcoin, une action Apple, une tulipe, n'est simplement que la représentation de l'image que les acteurs de marché se font de cet actif. C'est tout. C'est pas le résultat de l'entreprise qui a fait des belles perfs ou quoi que ce soit. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ou beaucoup plus simple à voir. C'est ce qui est considéré comme la toute première bulle financière de l'histoire qui, vous l'avez vu, est arrivée très vite après la création des marchés financiers, comme quoi l'être humain est quand même assez fait par nature pour spéculer et pour essayer d'aller chercher des revenus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un petit like et un petit commentaire avec grand plaisir pour me donner vos retours. Et si vous êtes sur les réseaux type Spotify, Apple Podcasts, etc., si vous pouvez mettre 5 étoiles et prendre 2 secondes pour le faire et pour essayer de mettre en avant le podcast, ça serait avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était Lovig. Ciao les potes.